Bonsoir, bienvenue. On poursuit notre série d'émissions spéciales élections régionales avec notre invité ce soir, Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Bruno Bonnell. Face à vous, Lionel Favreau, notre expert politique. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Léo. Bonsoir, Bruno Bonnell. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de l'émission. Votre CV, on va le rappeler rapidement, Bruno Bonnell. Vous êtes à la base chef d'entreprise, d'abord dans le secteur des jeux vidéo, puis de la robotique. Proche de Gérard Collomb, vous vous êtes engagé en politique en 2017 avec Emmanuel Macron. Vous êtes un marcheur de la première heure et vous avez été élu en 2017 lors des législatives à Villeurbanne face à Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes député et aujourd'hui vous portez donc les couleurs de la majorité présidentielle pour ces élections régionales. Alors, que peut espérer La République En Marche lors de ce scrutin? Va-t-on vers un vote sanction de la politique d'Emmanuel Macron ou alors La République En Marche peut-elle créer la surprise dans notre région? Quel est votre programme? Quelles sont vos priorités? Vous allez nous répondre, Bruno Bonnell, donc invité de Lyon Politique. Mais d'abord, l'événement de la semaine, c'était évidemment la réouverture des terrasses. Évidemment. Et vous avez, sur les réseaux sociaux, lancé un jeu concours avec à gagner un verre en terrasse avec vous. C'est ça, vous allez avoir quelques internautes qui vont avoir la chance de prendre un verre avec vous, on imagine, pour parler politique. Ça s'est fait, ça va se faire? C'est en train d'être fait, ça sera fait ce week-end. Donc le concours est lancé. Il y a pas mal de personnes qui ont proposé. Ceci dit, c'est pas une question d'une chance, c'est l'occasion de rencontrer des gens de la vraie vie, une fois de plus, des gens qui ont envie de parler avec moi. Et c'est vrai qu'avec ce Covid, on doit mener une campagne un peu différente. Alors justement, vous avez remarqué vous-même que vos adversaires vous traitaient de bonimenteur, vous avez un côté com, marketing, vous assumez, ça fait partie du personnage Bruno Bonnell? Je ne sais pas si ça fait partie du personnage, mais en com, j'ai trouvé mon maître. Si vous regardez la spécialité de mettre des panneaux bleus partout dès qu'on fait une action, avec la région aide ses communes, ses entreprises, ses lycées, non, c'est pas bonimenteur. J'ai de l'enthousiasme et de l'énergie. J'ai envie de dire aux gens, attention, il y a une sortie, il y a un bout du tunnel, il y a une renaissance. Venez, nous allons réussir à sortir de ce tunnel extrêmement noir que nous allons vivre ensemble, c'est tout. Si on appelle ça bonimenteur, je suis un bonimenteur. Si on appelle ça plutôt quelqu'un qui donne de l'espoir, je préfère me donner ce titre-là de développeur. Bruno Bonnell, vous êtes annoncé troisième dans les sondages et vous dites « je ne ferai alliance avec personne ». Ça veut dire que vous faites une croix sur la victoire ? Non, ça veut dire que clairement, la liste du premier et du deuxième tour, comme je l'ai dit, comme je le répète à chaque émission, sera rigoureusement la même, parce que je crois que c'est comme ça qu'on perd les électeurs. Et qu'on perd l'élection aussi, non ? Ça, c'est un rendez-vous que je vous donne le 27 juin. En attendant, si vous regardez qu'on a une liste de gauche qui dit « je suis pour le nucléaire, pour le Lyon-Turin, pour la 5G », une liste des Verts qui dit « je suis contre le nucléaire, contre la 5G, contre le Lyon-Turin », mais au deuxième tour, vous savez quoi, entre les deux tours, on va se mettre d'accord. Comment voulez-vous que les électeurs continuent à avoir confiance dans la politique? À un moment donné, il faut dire « moi, je fais un contrat de projet avec vous, c'est le même au premier et au deuxième ». Mais ça veut dire que vous n'avez aucun point de convergence avec aucune autre liste, parce qu'en PACA, il y a une alliance, LR et LR. Mais vous savez, chaque région est différente, et l'alliance de PACA, elle est contre c'est un front républicain contre un parti d'extrême. On n'a pas cette situation ici, heureusement d'ailleurs. Quand un pays de résistance, un pays qui arrive justement à repousser les extrêmes, même s'ils sont quand même numéro 2, il faut quand même s'inquiéter. Mais nous n'avons pas les mêmes circonstances, on n'a pas les mêmes résultats. Par contre, si d'autres personnes veulent nous rejoindre dans le projet de rassemblement que je propose, je serais ravi. Mais vous seriez prêt à prendre la tête d'une sorte de coalition anti-Wauquiez, inversement? Je serais prêt en tout cas à prendre la tête de mon projet, et c'est ça le plus important. Je ne joue pas contre le président sortant, je joue pour un projet, puisque j'ai toujours constaté qu'il n'a pas proposé. Mais vous pensez encore être en mesure de proposer une alternative? Non, pas alors juste le mot alternative a déjà été préempté, donc je ne vais pas vous dire alternative. Je vais surtout être en mesure de vous proposer un vrai projet, une vraie vision à 30 ans pour ce territoire. On va en parler, mais donc votre plan de bataille, j'allais dire, pour rafler la mise, c'est quoi? C'est le troisième tour? Il n'y a pas de question de rafler la mise. Le plan de bataille, c'est déjà de donner la réalité du territoire qui est à l'origine de la Macronie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes a été quand même apporté en 2017 le président de la République et donc la majorité présidentielle. C'est à la fin du premier tour qu'on saura où sont les forces. Cette majorité, elle a éclaté à Lyon au moment des élections municipales et métropolitaines avec le duel fratricide Collomb-Kimmelfeld. Vous avez réussi à rassembler cette famille, à recoller les morceaux? Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai dans ma liste des gens qui viennent, entre guillemets, des deux ex-camps, si on peut encore parler ainsi. Et on a surtout vu que ce déchirement, il a amené, non pas à la victoire, mais à une défaite qui a été une bérésina. Il faut quand même pas appeler Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez beaucoup de coups de fil de l'un ou de l'autre pour imposer ses proches? Évidemment, vous savez, quand
quand on construit des listes, on a des gens qui appellent. Et moi, j'ai choisi le renouvellement. Il y a 55% des gens de ma liste qui n'ont jamais eu de mandat politique. Il y a des agriculteurs, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des femmes au foyer. Il y a en fait une distribution qui, à mon avis, représente mieux le territoire. Il n'y a pas de ministre, alors qu'il y en a sur certaines listes En Marche dans d'autres régions. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu venir ou est-ce que c'est un choix de votre part? Olivier Véran, Olivier Dussopt. C'est un choix délibéré pour dire que la République est bien rangée. Les ministres, notamment ceux-là, sont très occupés. L'un sur la santé publique. Les autres publique. aussi, ceux qui se présentent dans les autres régions. Mais en tout cas, Éric pour notre région, Dupond-Moretti. les deux qui ont été cités, il y en a un qui est ministre de la Santé qui s'occupe quand même de sortir de cette crise terrible, et l'autre du budget, c'est-à-dire de finalement le support qu'on a apporté à tous les entrepreneurs, à tous les commerçants pendant cette période. C'est l'inverse. C'est la région qui doit porter le gouvernement, c'est pas le gouvernement qui doit porter la région. Ce n'est pas une réticence de votre part à assumer le bilan présidentiel. Vous avez dit, le Covid, les gilets jaunes, c'est beaucoup pour un seul homme. Oui, c'est vrai, mais j'ai aussi dit que c'était une manière de prouver qu'il fallait une transformation dans ce pays et qu'il fallait se relancer. C'est pour ça que j'appelle à la renaissance et non pas simplement à la constatation que tout est désespéré, bien au contraire. Alors justement, à 1 an de la présidentielle, évidemment, ces régionales vont prendre une dimension nationale et vous devez porter malgré vous peut-être le bilan d'Emmanuel Macron. Pour faire un petit topo, c'est quoi selon vous les réussites et les échecs, les ratés aussi du chef de l'État depuis le début de son mandat ? Je crois que la grande réussite, c'est d'avoir réussi à transformer totalement le système législatif. On a cassé le moule à députés. Quand vous avez fait rentrer 80% de nouveaux députés à l'Assemblée nationale avec 80 textes de loi fondateurs, ça c'est une grande réussite. Le grand échec, c'est qu'on n'a pas réussi à réconcilier les Français avec la politique et le danger de l'abstention est toujours là. Ce qui fait qu'il favorise les extrêmes. C'est-à-dire que moi, j'invite les gens, quoi qu'ils fassent, à voter, à aller voter et de ne pas laisser les extrêmes choisir pour vous. Ça ne doit pas être un vote de militants, mais d'habitants du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas des rendez-vous ratés comme l'environnement ? Alors, c'est une belle question. Moi, je considère que quand on prend l'écologie en drapeau politique, on la salit, on la réduit. L'écologie, c'est quelque chose qui est... Vous savez, les plus grands écologistes du territoire sont les agriculteurs, par exemple. Quand maintenant, on en arrive à les caricaturer en faisant de l'agribashing, alors que tous les jours, ils jardinent aussi bien les maraîchages que les forêts, que l'élevage, je crois qu'il faut arrêter de prendre l'écologie en otage. Dans notre programme, j'ai prévu plusieurs milliards sur la transition écologique, parce que c'est pas une transition. C'est un nouvel état de fait comme l'a été la révolution industrielle. La question portait sur le bilan d'Emmanuel Macron, pas sur votre programme. Est-ce que c'était un rendez-vous raté ou pas ? Moi, je ne crois pas, parce que si vous voulez, cette loi qui a été tant décriée, parce loi climat. La loi climat qui n'est pas assez, finalement, c'est le plus grand progrès qu'on ait fait aujourd'hui, légalement, sur ces territoires. C'est une étape. À mon avis, on peut aller encore plus loin, mais on a déjà, si je peux me permettre, grimpé une marche en marche. On parle de votre programme et on va en parler en longueur et on va commencer par la culture et la formation. Ce sera ça vos priorités. Vous voulez en faire des marqueurs, c'est ça ? Même plus que ça. Je pense que si vous voulez, à chaque renaissance, on l'a observé après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a observé même au temps de Louis XIV, le cœur du système, c'est la culture. Et je veux que la culture soit au cœur du développement de la région. Et je vais en apporter des preuves très concrètes. D'abord, la première vice-présidence sera celle du savoir, culture et formation. Et le budget de ce bloc sera le plus important devant l'économie, devant l'aménagement du territoire, sera le plus important pour notre territoire. Pourquoi je fais ça ? Parce que, si vous permettez une seconde, je veux faire de cette région la championne du monde du savoir, d'Europe, du monde serait exagéré, savoir, savoir-être, savoir-faire. Savoir, savoir-être, savoir-faire. Et c'est pour ça que si on revient aux racines, comment est-ce qu'on crée une identité ? Comment on redonne un élan ? C'est en donnant la chance aux artistes qui ont souvent été dans l'intuition, puis la réalisation. Vous savez, les mots art et métier, c'est pour ça qu'il y a notamment l'Institut des arts et métiers, ont longtemps été jumeaux. Mais est-ce que vous voulez dire que Laurent Wauquiez n'a pas fait assez ? Il s'est positionné sur le musée des tissus, sur la Halle au Blé qui va devenir un stand d'art contemporain Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il a joué trop le patrimoine ? Non, mais je crois que là, c'est pas ce que j'appelle la culture, si vous permettez. Moi, je veux investir dans la création artistique. Ronald Donc Cinéma, plus le spectacle vivant ou... Oui, bien sûr. Ce qu'on fait avec Ronald Cinéma dans le cinéma, il faut le faire dans la danse, dans le théâtre, il faut le faire dans la musique, il faut le faire dans les arts plastiques. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de faire une collection, c'est pas l'idée de rénover des bâtiments. C'est pas ça la culture. La culture, c'est de investir dans le talent artistique, parce qu'il est à l'origine de toute intuition pour le futur. Le design industriel, il naît de l'artistique. Donc, il n'y a pas simplement le business de l'art, je déteste ce mot. Il n'y a pas l'activité ou l'industrie artistique. Il y a tout le rayonnement qu'il a quand on crée une nouvelle dynamique. Et ça, j'insiste, parce que c'est nouveau. On a voulu réduire cette région à la productivité. C'est pour ça qu'on a un VP qui nous a expliqué qu'on a bien géré les finances de la région.
Est-ce que bien gérer, ça veut dire arrêter de développer? Et puis après, on a dit, tout ce qui est intéressant, c'est de faire de l'économique. Est-ce que c'est ça la vie de tous les jours, l'économique? Non, là, on le voit avec l'ouverture des terrasses, vous en avez parlé. Regardez la joie hier des gens. L'idée de retrouver l'art, c'est une dynamique de société. Juste quand vous nous dites ce sera mon principal budget, ça veut dire que ça inclut le budget consacré au lycée, évidemment. On imagine, mais qui évidemment. est une part très importante du budget de la région. C'est une part importante, mais le problème là, c'est que qu'est-ce que c'est que le lycée? C'est le creuset de la formation des ados. Et donc ça veut dire qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on travaille à ce moment incroyable où les jeunes se posent des questions. Et on sait qu'il y a de la violence, qu'il y a des pulsions. Enfin, quand on est parent comme moi de 6 enfants, on sait que l'adolescence, c'est pas une période simple de choix. Mais traiter le lycée simplement pour le rénover, ça ne suffit pas. Il faut l'anticiper. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez ? En tout cas, il l'a fait pour une partie. Je constate par contre qu'il y en a pas mal de dossiers qui ont traîné. Alors là, comme on arrive en fin de mandat, comme par hasard, ça s'accélère. Mais non, mais la réalité, c'est que ce lycée, il doit devenir ouvert sur la ville. Et il a un deuxième rôle, si vous permettez, c'est le savoir-être. Et pour ça, on va lancer 2 plans sur le lycée importants en complément. Le premier plan, c'est un plan prévention. Prévention sur notamment les maladies sexuellement transmissibles qui sont un drame pour beaucoup d'ados aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un plan prévention sur les addictions. Parce que c'est un vrai problème de société. Donc là-dessus, la région peut intervenir. Parce que pour le reste, en ce qui concerne l'éducation nationale, eh bien, écoutez, nous avons des programmes, nous avons des professeurs compétents. Il ne faut pas intervenir, il ne faut pas tirer la couverture. Et c'est comme ça qu'on va sécuriser les établissements, parce qu'on sait que la recette Laurent Wauquiez, c'est pas du tout celle-là. C'est les portiques, c'est les tourniquets, c'est les caméras de vidéosurveillance. Ça marche pas selon vous? Écoutez, moi, si je suis un ado qui deal, je vais pas les mettre sur les caméras pour montrer comment je deal et ma tête. Si j'ai envie de passer un portique, qui d'ailleurs, dans la plupart des cas, sont des simples tourniquets, comme à l'aéroport, qui n'ont rien de sécurisant, ça ne m'empêchera jamais si je veux correct. Mais merci de me donner la parole là-dessus. La solution de la sécurité, c'est le civisme. Et moi, je veux que toute la classe d'âge de 16 ans, à partir de 2023, 100 000 jeunes sur le territoire par an, fassent le service national universel. Parce que la solution de la violence à l'école et de pas mal d'incivilités, c'est de changer les têtes. Pas de chercher à faire des lycées, des prisons. Au contraire, il faut les réouvrir, mais avec des personnalités différentes. Mais votre idée, c'est de leur trouver des places, de financer en complément de l'État? C'est exactement ça. C'est d'abord, nous avons des moyens considérables. On vient de le dire, on a des lycés qui pourraient ouvrir le week-end pour accueillir des jeunes en formation de service national universel. On a des colonies de vacances, on a pas mal de choses qui peuvent être opérées. Et puis donner des moyens en fonctionnement, qui n'est pas un fonctionnement, qui est de l'investissement dans le civisme et dans notre région pour l'avenir. Alors Laurent Wauquiez a beaucoup investi pour lutter contre l'insécurité dans les lycées, et la sécurité, eh bien, ce n'est pas une compétence fondamentale de la région, mais c'est quand même l'un de ses principaux axes de campagne à Laurent Wauquiez. On va l'écouter, c'était la semaine dernière, après la violente agression contre un policier du côté de Rive-de-Gier. Écoutez Laurent Wauquiez. À l'échelle de ma région, ce que je constate, c'est que semaine après semaine, je vois la situation s'empirer, avec le sentiment, c'était l'expression qu'utilisaient tout à l'heure les policiers, qu'on est maintenant sur un toboggan et que les choses ne vont qu'en se dégradant. Il m'a dit, Monsieur Wauquiez, quand moi j'interviens, c'est moi qui ai peur maintenant. Et en face, les délinquants, eux, n'ont plus peur, parce qu'il n'y a pas de sanction. Mais je pense qu'il faut parfois taper au portefeuille, et y compris sur des petites incivilités. La suppression des aides sur des délinquants et des délinquants multirécidivistes, je crois que c'est fondamental et qu'il faut le faire. Et en tout cas, nous, au niveau de la région, on est en train d'y réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, des sanctions financières? Non mais attendez, ça c'est une question... moi, je ne suis pas d'accord avec toute la phrase. C'est pas taper au portefeuille, suppression des aides. D'abord, nous n'avons pas le pouvoir législatif de le faire. Ça s'appelle la justice en France. Nous sommes dans un état de droit. En plus, c'est l'espèce de discours à l'encan où on dit avant que j'arrive dans la région, il y avait 0, maintenant j'ai dépensé 160 millions d'euros. Moi, je dis pour quelle efficacité? Puisque vous êtes le premier à admettre que ça s'est dégradé. Donc pourquoi avons-nous dépensé 160 millions d'euros? Donc au lieu d'aller chercher les miséreux en leur tapant, comme il dit, 50 euros au portefeuille, interrogeons-nous sur les moyens qu'on veut donner réellement pour changer les mentalités. Alors justement, vous feriez quoi si vous étiez aux manettes? Est-ce que vous auriez aidé certaines communes comme Bron à financer de la vidéosurveillance ou pas, ou développer d'autres actions précisément? Vous savez, la République est bien rangée. J'aurais fait mon travail de président de région. À savoir que moi, je dois être en amont de ça, travailler sur le civisme, sur l'éducation au lycée, sur essayer de changer les choses en profondeur. Oui, mais certains candidats revendiquent le droit à l'expérimentation pour sortir de ses compétences aussi. Mais bien sûr, moi aussi je le revendique. Mais pas en allant me substituer au territoire et à la responsabilité. L'action sociale, c'est les départements. Il y a des gens très compétents qui le font très bien. Le régalien, c'est l'État.
Et moi, la police nationale, je suis désolé, je trouve qu'elle fait très bien son travail. Et je ne suis pas très à l'aise avec les discours de M. Wauquiez sur les policiers qui ont peur. J'en ai jamais rencontré, moi, des policiers qui ont peur. J'ai rencontré des policiers, au contraire, d'un courage exceptionnel, qui se battent contre les voyous. Et attention, il n'y a pas de violence urbaine systématique. Il y a des batailles, parce que nous avons décidé de mener la bataille contre la drogue. L'expression « la peur doit changer le camp », on l'entend dans des témoignages de policiers aussi. Oui, la peur doit changer le temps, parce que c'est probablement des réactions émotionnelles. Mais la structure elle-même, elle se bat toujours avec beaucoup d'énergie. Je vous rappelle que les forces de l'ordre, c'est aussi des gardiens de la paix. Il faut s'en rappeler. Donc ça veut dire que si demain vous êtes président de la région, vous arrêtez de subventionner des communes pour financer des caméras ou autres, et vous consacrez ce budget-là à autre chose. Si demain je suis président de région, je travaillerai avec les communes à améliorer la sécurité du quotidien. Et donc il se trouve que les caméras sont intéressantes, pourquoi pas, mais caméras avec des gens derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a des caméras qui enregistrent dans la plupart des cas, et s'il y a un délit, on peut aller regarder la bande. À quoi ça sert ? La caméra, ça sert, d'ailleurs je tiens ça des centres de police nationale que j'ai visités, la caméra, ça sert à anticiper les crimes en live, quand ils arrivent, quand on les voit. Pas à se dire 3 jours après, ah tiens, on va essayer de retrouver le gars qui a fait ça. Ça sert à rien. Donc il faut une mesure un peu plus fine. Ça a permis d'identifier dans certains cas des... Très rarement, et quand on regarde vraiment le bilan, par rapport à la vue directe, on est sans commune mesure sur le résultat. L'attentat de Victor Hugo. Notamment, qu'on a retrouvé par le traçage direct. Un mot de cette polémique sur une candidate de La République En Marche qui a été photographiée à Montpellier sur une affiche électorale. C'est une des candidates pour ces élections et qui est avec son voile. Alors c'est le RN qui a lancé la polémique et les avis sont partagés au sein de votre parti La République En Marche. Est-ce que pour vous, Bruno Bonnell, ce voile pose problème ou pas ? Non, il n'en pose pas parce que là, on n'est pas dans un service au public. On est dans quelqu'un qui se présente dans son intégrité. Bon, après, le vrai problème que ça pose, c'est est-ce que ça va intéresser... Si c'est électoraliste, c'est une mesure minable, parce que ça ne respecte pas le voile. Si c'est une mesure de sincérité, ben moi je la respecte, parce que ça va certainement éloigner certaines personnes de cette liste qui a le courage de dire « moi je m'affiche comme ça ». Donc arrêtons de faire des polémiques là où il n'y en a pas. Il y a soit c'est électoraliste, et il faut le condamner, parce que les gens en ont marre, soit c'est sincère, et c'est un risque que prend l'électeur. On va quand même écouter Jordan Bardella, le vice-président du RN, c'est lui qui a lancé la polémique. Il estime que ce voile, c'est un étendard. Écoutez. Le voile n'est plus seulement un vêtement religieux. C'est devenu l'étendard d'un combat politique. Et lorsqu'on l'affirme de cette manière, on est dans un combat politico-religieux. En gros, il l'accuse de faire la promotion de l'islamisme. Vous lui répondez quoi ? Moi, je réponds à M. Jordan Bardella que s'il arrêtait de lancer systématiquement de l'essence sur les braises du pays, on serait peut-être plus apaisé et on irait plus tranquillement. Je crois qu'on a un devoir politique. Le devoir politique, c'est aussi que la société soit apaisée. Il faut arrêter de faire de chaque cas, chaque petite phrase, une espèce de victimisation absolue de la société. M. Bardella, à chaque fois qu'il a l'occasion, attrape ce genre d'étendard. Et je crois. Vous êtes à l'aise sur ce symbole, c'est pas quelque chose. C'est pas une question d'être à l'aise. Je vous répète, si on porte, les lois de la République sont claires, laïcité. Si on porte ce voile en tant que candidat, on s'expose à l'élection qui dira moi je choisis ou pas de voter pour cette personne. Oui, mais il y avait eu une polémique sur l'UNEF par exemple. Donc, Non, mais ça n'a rien à voir. L'UNEF, c'était dans l'enceinte de la République. Moi, je suis contre le port du voile quand on est dans le service public, parce qu'on a un devoir de laïcité, comme on ne doit pas porter une croix, comme on ne doit pas porter une kippa, dans l'environnement du service public. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la loi de la laïcité. Mais on pourrait vous dire c'est mélanger politique et religieux aussi. Pas du tout, pas du tout. Là, on se propose, là, on s'expose. Le droit, je ne sais pas si elle va être élue, cette brave dame, elle a pris un risque. C'est un choix. Mais s'il est électoraliste, je répète encore une fois, elle salit ce voile. S'il est sincère, moi, je dois respecter le fait qu'elle s'expose sincèrement. Maintenant, aux électeurs après de choisir. On va juste préciser que c'est légal d'avoir le voile sur une affiche électorale. C'est légal. Bien sûr, on revient à votre programme. Vous souhaitez construire une vraie identité entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. C'est ce que vous dites, aller plus loin dans la fusion. Ça passe notamment par les transports. Qu'est-ce que vous proposez pour le ferroviaire ? On sait que c'est la région qui gère les TER. La priorité absolue, c'est de recréer une ligne, un cordon ombilical entre Lyon et Clermont. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'histoire de petites lignes. Il n'y a que des histoires de grands projets. Cette ligne, on a besoin comme vraiment le lien fort, l'artère principale d'irrigation de ces deux ex-régions. Le deuxième, c'est qu'il faut créer absolument et accélérer le développement du RER entre Saint-Étienne et Lyon. Parce qu'il y a pour de très nombreuses personnes la possibilité d'accéder à la propriété, de développer cette ville exceptionnelle qui a été Saint-Étienne il y a trop longtemps et de montrer qu'elle peut effectivement repartir. Il y a également ce fameux RER à la lyonnaise, comme on l'appelle.
Moi, je crois que la mobilité dans la métropole, elle doit être fluidifiée. Donc l'arrêt du métro E, c'est juste scandaleux, il faut le dire, parce qu'on a trahi la confiance des électeurs. Des gens ont acheté le long de la ligne du métro E, et là on leur dit c'est terminé. Donc là, c'est pas la région, c'est plus la métropole. Non, mais il n'empêche d'équipe. que je respecterai les engagements de l'équipe précédente. C'est-à-dire que s'il y a un engagement qui est pris en ce moment par le Conseil régional, par Laurent Wauquiez, sur des lignes, sur des subventions, intégralement, je les respecterai. Ça veut dire, on a un devoir en tant que président de la continuité. Mais vous trouvez qu'il n'a pas fait assez, parce que beaucoup lui reprochent de ne pas avoir fait suffisamment pour les petites lignes, alors que lui dit qu'il a maintenu des lignes voyageurs, des lignes de fret. Donc, est-ce que c'est un manque de volonté, de moyens, parce que c'est tout simplement un manque de vision. C'est quand même une des principales compétences de la région. C'est tout simplement un manque de vision. Moi, je ne suis pas en train de vous proposer de raccommoder des petites lignes à droite à gauche. Je suis en train de vous dire, il faut créer des couloirs. Cohérence. Il faut donner une cohérence à cette union des deux ex-régions. Il faut donner de la fluidité et de la mobilité entre deux métropoles, Saint-Étienne et Lyon. Donc Lyon-Clermont, c'est le symbole, quoi. Mais c'est plus qu'un symbole. Je vous dis, ce n'est pas une petite ligne, c'est un grand projet, parce que toutes les villes, Saint-Étienne, Binche, Thiers et Clermont, c'est-à-dire toute la ligne, va bénéficier de cette ligne nourricière. Juste pour conclure sur les transports rapidement, vous continuerez donc de financer des routes, par exemple. On sait que Laurent Wauquiez finance des infrastructures routières. Ce n'est pas forcément le rôle de la région. Vous ferez ça également ? Si ces routes sont en transition ou en intermédiaire vers d'autres solutions, il faut le faire. Moi, la logique de désenclavement et d'équité, il faut la garder. Maintenant, comme vous dites, ce n'est pas la prérogative de la région, donc il faut être prudent. Il ne faut pas le faire, encore une fois, pour les mauvaises raisons. Si c'est tout comme je garderai des lignes de bus en attendant que des lignes de train existent. Il ne faut pas non plus être radical dans tous les sens, de dire tout ferroviaire ou tout voiture. Il faut savoir graduer la transformation. Et ça, je pense que, par contre, ça nécessite, encore une fois, un cap, une vision, que je n'ai pas vu dans les projets, jusqu'à maintenant, de l'actuelle gouvernance. On en vient à l'emploi, à l'économie, qui sont touchés de plein fouet par la crise, comme chacun sait. Quelles sont les 2-3 grandes mesures pour relancer l'économie, pour relancer l'emploi, lutter contre le chômage ? Alors, il y a des mesures à très court terme. Dans les 30 jours, parce que vous savez que notre programme s'appelle 30 jours, 30 mois, 30 ans, dans les 30 jours, nous avons l'intention de donner à chaque foyer oralpin 50 € à dépenser sur le territoire pour des loisirs, de la restauration, ou de l'hébergement. Ça représente 100 millions d'euros quand même. C'est 100 millions d'euros qui vont bénéficier à l'économie du tourisme sur notre territoire. Donc là, c'est une espèce de coup de fouet à cette économie au moment de la relance des vacances. Pour le plus long terme, la clé de l'emploi, c'est la formation. Donc il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je ne comprends pas qu'on ait été la seule région où Laurent Wauquiez seul a décidé de refuser la main tendue de l'État pour la formation dans le cadre du plan de compétences qui était proposé à l'époque par le ministre Madame Pénicaud par l'État français. Et c'est Pôle emploi. Donc d'ailleurs, il faut saluer la qualité de travail qui s'est substitué à la région pour le faire. Donc vous rejoignez la gauche sur cette critique contre Laurent Wauquiez. Mais attendez, je rejoins la gauche. Moi, je rejoins qui on veut sur le bon sens de dire que la formation est au cœur, je l'ai dit, savoir, première VP, première vice-présidente du territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'économique, ce n'est pas la finance, c'est la culture et la formation. Donc il faut mettre le paquet, comme on dit, il faut y aller à fond. Et donc, c'est la clé de l'emploi de demain, mais également des formations courtes. On n'a pas à passer que des bacs plus 12. Ça peut être des formations très accélérées. Je discutais avec les cafetiers, il leur manque des serveurs. Ils nous disent, nous, on forme un serveur en 2 mois. On doit être capable de leur fournir les infrastructures pour le faire. Donc vous réamorcez la pompe de la formation, pompe désamorcée par Laurent Wauquiez. En résumé, c'est ça. Je l'amorce et je veux faire la première région apprenante d'Europe. Donc je veux mailler le territoire de formation d'une façon accélérée. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou avec des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Vous aviez sorti cette petite phrase polémique. Le Covid, c'est ce qui est arrivé de mieux à Emmanuel Macron. Il en sort renforcé. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Laurent Wauquiez ? La crise sanitaire, est-ce que ça lui a permis de se mettre en avant quelque part ? Je pense que cette crise sanitaire lui a permis d'être encore une fois un levier de communication pour expliquer que si ça marchait, c'était grâce à lui et si ça ne marchait pas, c'est à cause de l'État. Et c'est pas un peu cynique de dire ça, que cette crise, ces morts, ça permet à des politiques de se mettre en vue ? Je trouve que c'est terriblement cynique, mais c'est pas ce que j'ai dit sur Emmanuel Macron. J'ai dit que ça allait les transformer en tant qu'être humain, parce que c'était un traumatisme majeur. Ça m'a transformé aussi, j'espère que ça vous a transformé. Et en tout cas, l'utiliser comme totem politique est probablement très dangereux. Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, si Laurent Wauquiez est réélu, il pourrait s'en servir pour la prochaine présidentielle ? Est-ce que vous êtes là en mission pour lui bloquer la route ? Je ne suis pas là en mission pour lui bloquer la route, mais je pose une seule question.
Si c'est son intention de se présenter en 2022, il devrait le dire aux électeurs aujourd'hui, parce qu'il devrait dire qui sera président de région demain. Et ça, c'est la vraie bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît que Laurent Wauquiez, la région ne travaille que pour Laurent Wauquiez, et l'énergie de toute cette région est au service de l'ambition de Laurent Wauquiez. Si vous deviez choisir quelqu'un pour prendre un verre en terrasse, vous choisiriez plutôt Najat Vallaud-Belkacem ou plutôt Laurent Wauquiez ? Écoutez, j'ai plus d'affinité historique avec Najat Vallaud-Belkacem et je serais ravi de boire un verre avec elle. Mais j'accepterai aussi une discussion et un débat tendu avec Laurent Wauquiez sur des sujets qui nous séparent. Parce qu'au bout de la route, nous avons deux conceptions différentes de la politique. Moi, c'est une équipe d'hommes et de femmes au service de notre région. Lui, c'est une région au service d'un homme. On ne va pas vous demander quelle est la préfecture de l'Allier, c'est Moulins, vous le savez. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec les habitants de l'Allier et de Moulins après votre erreur écoutez, ici sur BFM Lyon? Je vais à Moulins, je leur annonce, je vais à Moulins, je ne sais pas s'ils nous entendent ce soir ou si des amis les entendent, mais je vais aller à Moulins, je vais aller voir le pont de fer qui est célèbre à Moulins et je vais les rencontrer. Ceci dit, c'est pas pour ça que je fais ça. Je le fais parce que je pense que le devoir d'un candidat, c'est d'essayer de parcourir cet énorme territoire. J'en suis à 10 000 kilomètres. Eh bien, s'il faut, j'en ferai 20 000. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Bruno Bonnell, on regarde la liste de tous les candidats pour ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Merci Lionel. Merci. Et puis rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.